Good morning, distinguished. Bonjour, chers amis. Je vous propose de reprendre les travaux de notre 61e COSAC. Nous avons prévu ce matin une autre séance qui, j'espère, vous intéressera tout autant et qui s'intitule « Une économie qui repose sur l'innovation, les progrès technologiques et également l'impact de l'Union européenne sociale, les rôles des parlements nationaux dans la promotion de cette nouvelle économie pour l'Union européenne. » Nous avons des intervenants importants qui vont prendre tour à tour la parole pour lancer le débat et puis nous aurons l'occasion d'entendre vos contributions, vos éventuelles questions et bien sûr nous permettrons ensuite à nos intervenants, à nos invités de réagir. Nous avons Monsieur Remus Pricopier, recteur de l'Université nationale des études politiques et de l'administration publique, Monsieur Ștefan Radu Oprea, ministre des Affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat, gouvernement roumain, et nous aurons également l'occasion d'entendre un message de Madame Elżbieta Bieńkowska, commissaire au marché intérieur, à l'industrie, à l'entrepreneuriat et les PME. Nous allons commencer d'ailleurs par ce message vidéo. Je me tourne vers les collègues techniciens pour qu'ils lancent la vidéo. Ladies and gentlemen, please accept my apologies for not being able to join in person today. But I wanted to... Mesdames et messieurs, désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui, mais je tenais à participer, ne fût-ce que par vidéo, à votre discussion sur la nouvelle économie pour l'Union européenne. Et quand on dit nouvelle économie, on le dit à juste titre. Les choses évoluent très rapidement tout autour de nous. L'Union européenne et les États membres doivent rester dans la course. Permettez-moi de vous donner 3 exemples. Il nous faut beaucoup plus d'emplois créés que d'emplois perdus. Mais ces nouveaux emplois demandent de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications. Nous avons donc besoin d'actions de formation pour qu'on puisse offrir ces qualifications à nos travailleurs. Il nous faut donc également que les pouvoirs publics interviennent, mais pas uniquement. Les entreprises sont également des acteurs importants. Elles sont à la tête de ces changements technologiques. Il faut donc mutualiser toutes les ressources en Europe pour créer cette masse critique nécessaire. La Commission a donc prévu d'établir une coopération chaque jour plus étroite entre les États membres et les partenaires industriels dans la création de ces chaînes de valeur stratégiques. Sur les batteries et les piles, nous avons lancé une initiative qui a donner de bons résultats. Voilà pourquoi nous souhaitons également une stratégie de même type pour les voitures de demain, les voitures propres, des technologies à faible intensité carbone, des technologies propres et qui permettent d'assurer la durabilité. Cette nouvelle économie tombe à point nommé puisque cette semaine, la 20e table ronde va publier son rapport. Un groupe qui a été mis sur pied par la Commission européenne de façon à réagir aux initiatives et aux actions qui sont en faveur d'une industrie qui soit intelligente, smart et durable. Passer à une économie à faible intensité carbone est absolument essentiel puisque nous voulons agir sur notre impact environnemental et lutter contre le changement climatique. Si l'Union européenne peut être à la tête de ce changement, nous serons gagnants. Cela donnera de meilleurs emplois pour les générations futures. C'est une occasion que nous devons saisir pour notre bien-être de demain et pour garder cet avantage compétitif. Mesdames et messieurs, pour répondre à ces défis, nous n'avons pas besoin de décisions qui viennent de Bruxelles et qui s'articulent au niveau national. Nous avons besoin de discussions, nous avons besoin d'un engagement commun, d'un effort déployé tous ensemble. Les industries, les autorités régionales, locales, nationales, les parlements nationaux également qui ont un rôle majeur à jouer. Je compte donc sur votre appui, votre coopération pour développer une politique industrielle moderne.
et en adoptant également une initiative clé sur la politique industrielle et en déclinant les mesures nécessaires au niveau national. Je vous souhaite une réunion fructueuse. Merci. Je pense que c'est un message porteur que celui que nous venons d'entendre et que j'apprécie à sa juste valeur. Permettez-moi un petit commentaire avant de me tourner vers les membres de ce panel pour signaler que l'impact sur les performances des politiques nationales industrielles doit amener davantage la participation de nos parlements dans l'élaboration de ces politiques. La connaissance, l'innovation sont des moteurs puissants de compétitivité et de croissance intelligente. Grâce à l'innovation, l'Union européenne pourrait se doter d'une économie forte. Les parlements nationaux, régionaux, doivent pouvoir agir pour limiter, freiner la fuite des cerveaux dans le domaine de l'intelligence artificielle et pour maintenir les talents que nous avons en Europe. L'Union européenne doit déterminer un cadre juridique transparent pour que ces activités puissent se déployer et être mises en œuvre dans la région de l'Union européenne, de même que se doter d'une méthodologie pour mesurer cette nouvelle économie grâce à de nouvelles normes où la confiance ne sera pas un vain mot. Je souhaite donc avoir la possibilité d'aborder avec vous toute une série d'éléments qui participent à cette nouvelle économie et nous entendrons les intervenants se prononcer tour à tour sur ces questions. Alors, permettez-moi de vous présenter notre premier intervenant pour la session. Je voudrais dire que M. Remus Pricopié est à la tête de l'Université nationale des études politiques et de l'administration publique. Il était ministre de l'Éducation et de la Recherche, président du Forum académique UE Amérique latine, vice-président de l'Association internationale des universités. Il travaille très étroitement avec l'UNESCO de Paris. Il est licencié en sciences politiques de la NSPA et il est également un alumni Fulbright. Il est également membre de l'Académie de l'art et des sciences, académie prestigieuse s'il en est. Son parcours académique amène également une expérience qu'il a acquise aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les différentes activités du recteur et du professeur Remus Pricopié touchent à toute une série de domaines de recherche qui touchent à l'enseignement supérieur et aux stratégies innovantes. Son expertise est étroitement liée au thème de cette session. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était important de l'entendre et d'avoir un avis académique sur cette question. Je vous en prie, monsieur le professeur Pricopié. Your Excellencies, Président Telvar. Votre Excellence, Monsieur le Président Telvar, merci de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui devant vous à l'occasion de cet événement important. Nous parlerons aujourd'hui d'innovation, de compétitivité, mais comme vous le savez, ce sont également des thèmes qui peuvent être examinés sous différents éclairages. L'idée est de constituer un cadre et je vais m'atteler tout particulièrement au cadre académique. C'est mon parcours en tant qu'enseignant pour avoir travaillé également au ministère de l'Éducation et dans le domaine de l'éducation pendant bon nombre d'années, mais aussi parce que j'ai acquis une certaine expérience quand il s'agit d'établir une interaction avec d'autres entités, d'autres ministères, que ce soit en Roumanie, mais également au niveau de l'Union européenne. Voilà pourquoi je pense qu'il est important de comprendre le thème qui nous est proposé de façon transversale. Et puis j'ajouterai également un commentaire. Hier, j'ai entendu avec plaisir vos différentes interventions et j'ai vu votre engagement en faveur de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, ce qui ne peut que me réjouir. Je vais commencer par vous raconter une histoire. J'ai été ministre de l'Éducation pendant 2 ans, de 2012 à 2014. Et bien évidemment, lorsque vous occupez cette fonction de ministre de l'Éducation, vous devez également être au courant de ce qui a été fait par vos prédécesseurs.
Un des grands ministres de l'Éducation dont a pu compter la Roumanie est Mircea Malisa, un professeur mathématicien qui avait également un parcours de diplomate. Il a été diplomate à New York, un des fondateurs également de l'Université des Nations Unies à Tokyo, qui a été une personnalité importante dans les années 60-70. En 71, il est devenu ministre de l'Éducation en Roumanie. Récemment, je l'ai entendu dans un entretien qui a été télévisé et qui disait en 92 qu'il fallait équiper les élèves des instruments adéquats. Il a parlé d'instruments, tools, comme on dirait en anglais, à savoir des instruments à ce point poussés, à ce point sophistiqués qu'à l'avenir, on pourrait parler avec des machines. Il n'a pas parlé ordinateur, ce n'était pas ce dont on parlait à l'époque, mais il a bien parlé d'une interaction avec les machines. Il était à ce point visionnaire qu'en tant que ministre, il s'est occupé des affaires courantes de l'éducation, mais qu'il a également pavé la voie de l'avenir. Et pour ce faire, il a adopté deux mesures importantes. D'une part, il a mis sur pied des départements des technologies de l'informatique et de la communication. Pas des classes, pas des universités, bien des collèges, des départements, avec l'introduction également de l'apprentissage de 2 langues étrangères dès la primaire. Je suis un produit de cette politique puisque lorsque j'ai commencé mes études, j'ai dû apprendre le français, ça c'était pour les primaires, et quand je suis arrivée à la fin des primaires, on a ajouté le russe. Toujours dans l'apprentissage des langues étrangères, la Roumanie n'avait pas la possibilité d'offrir l'anglais parce que nous n'avions pas suffisamment d'enseignants qui étaient en mesure d'enseigner l'anglais. Mais il avait déjà compris que l'anglais serait une langue importante de communication au niveau international. Il a donc rencontré Margaret Thatcher, ministre de l'Éducation à l'époque, et ensemble, ils ont décidé de proposer des processus d'apprentissage tout au long de la vie permettant à des enseignants d'acquérir les compétences de l'éducation en anglais. Après la Révolution, la Roumanie était prête d'être présente sur ces marchés informatiques avec les ingénieurs, avec ceux qui disposaient de diplômes de l'enseignement supérieur et qui pouvaient s'exprimer en 1, voire 2 langues étrangères. Il a été remplacé, pour la petite histoire, en fait, on l'a déplacé, je vais dire, parce qu'on considérait qu'il était fou. On lui a demandé d'aller occuper d'autres fonctions au ministère des Affaires étrangères. Et donc, voilà. Ceci illustre bien que vous avez besoin de personnes disposant de compétences, mais il faut investir dès l'âge le plus tendre. Hier, j'ai parlé à un des délégués de cette conférence s'agissant de notre perte de compétitivité et que faire pour y remédier. On a parlé des enfants qui sont encore au jardin d'enfants et je peux vous dire en tant que ministre de l'Éducation qu'il est important que ces enfants puissent également acquérir des compétences pour aborder l'école primaire et réussir l'école primaire. On a déjà des échecs, 0,2, 0,3% des enfants roumains ne terminent pas leur école primaire et nous n'avons pas les moyens de les ramener sur les bancs de l'école. Alors vous allez me dire 0,2, 0,3, c'est pas énorme en termes de statistiques, mais ça devient important si l'on s'arrête aux cas individuels de ces enfants et lorsque l'on essaye de voir quelle sera leur vie demain. Alors, pour parler alors de l'ère du numérique, en termes PIB, le numérique est un élément essentiel en termes productifs pour notre société. Et nous avons de grandes entreprises au niveau mondial qui souhaitent établir des succursales ici. Par exemple, Oracle à Bucarest, qui est la 3e succursale importante ou 3e filiale importante qui s'établit à Bucarest. Mais nous avons également une entreprise roumaine, Bitdefender, qui
fait rayonner ses activités au niveau international et qui est une entreprise justement qui a pu réaliser ce rêve visionnaire de notre ancien ministre dont je vous parlais à l'instant. Donc, ce pari commence au niveau de l'éducation. Et ce qui m'a le plus étonné lorsque j'ai eu l'occasion en tant que ministre de l'Éducation de me rendre à Bruxelles pour participer à des réunions, c'est d'entendre un invité, un intervenant qui nous disait qu'il fallait que l'éducation soit ciblée sur le marché du travail, qu'il fallait tenir compte des besoins du marché du travail. Alors, en tant que ministre de l'Éducation, je ne suis pas intervenue, je suis restée quelque peu perplexe, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Et puis, par la suite, je suis allée à Istanbul pour une réunion de l'UNICEF en tant que ministre de l'Éducation. Et là encore, quelqu'un est intervenu, un ministre de l'Éducation, qui disait qu'il fallait que l'éducation serve le marché de l'emploi. Alors, j'ai demandé la parole et j'ai dit, vous savez, en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup étudié la pédagogie de l'éducation, l'histoire de l'éducation, la philosophie qui sous-tend l'éducation. Et je pense sincèrement que si l'on ne considère pas l'éducation de façon adéquate, nous risquons de commettre des erreurs. Qu'entends-je par là? Après la réunion de Bruxelles, je suis revenue ici et j'ai cherché la définition de l'éducation. Et je suis passée de l'époque de Napoléon à aujourd'hui dans différents pays, dans différents contextes. Et si vous regardez un peu le parcours de cette éducation au fil des siècles et du temps, vous verrez que la définition n'a jamais changé. Bien sûr, elle se décline différemment, les accents peuvent être différents en fonction des époques, mais les trois piliers sont le développement, l'épanouissement personnel, la citoyenneté et le marché du travail. Et donc, si vous pensez que l'éducation ne doit servir qu'à un seul pilier, celui du marché du travail, vous partez d'un mauvais postulat. Et puis, pour revenir à cette même définition, et si on essaye de la transposer à différents contextes historiques, on peut voir ce que ça donne. Alors, sans remonter à 100 ans, et en remontant simplement à mon époque, 40 ans, l'épanouissement, le développement personnel était une question d'inspiration de ce que je pouvais voir autour de moi. Mais aujourd'hui, j'ai une fille de 16 ans et cette jeune adolescente, elle a un champ d'inspiration qui est beaucoup plus vaste, aussi vaste que le monde. Deuxième élément, la citoyenneté. Au niveau de l'Union européenne, on parle beaucoup de citoyenneté européenne, ce qui veut dire que ça nous plaise ou non, il nous faut considérer l'éducation au niveau de l'Union européenne. Nous sommes tenus d'envisager cette perspective pour ne pas parler d'autres perspectives comme la dimension sociale et d'autres. Et pour ce qui est du troisième pilier, le marché du travail, lorsque j'ai été diplômée, je ne pouvais en fait trouver du travail qu'en Roumanie, alors que mon fils, qui a fait ses études à Sheffield à 22 ans de l'université de Manchester, peut lui postuler où il veut. Il n'est pas tenu par un territoire national. Alors, ce n'est pas que l'éducation a changé, mais les trois piliers ont évolué. Et c'est ça qui a fait la différence. Je poursuis. J'ai entendu hier un membre du Parlement allemand nous dire que nous devons respecter la façon dont chaque pays gère le secteur de l'éducation au niveau national. Et je suis d'accord. Je ne pense pas qu'il faille modifier les responsabilités, les compétences au niveau de l'Union européenne. L'éducation est une compétence nationale, elle appartient aux États membres et c'est une bonne chose. Il existe des diversités, des traditions historiques, culturelles qui doivent être prises en ligne de compte. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi faire davantage. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut regarder ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on se projette de faire et ce qu'on peut faire de mieux ou de plus pour les diplômés de demain, pour nos enfants, de façon à ce que leur vie soit fructueuse et qu'ils soient compétitifs. Alors, j'ai parlé des jardins d'enfants, j'ai parlé des crèches, de tout ce qu'on peut déjà mettre en place dès le plus tendre âge, mais ça passe par un dialogue renforcé entre nous tous, de façon à ce que il n'y ait pas d'échec. En tant que ministre, nous devons répondre à ces défis. Le taux de décrochage scolaire
était de 18% il y a quelques années de cela, ce qui est un taux très important. Et j'ose espérer que grâce à notre action concrète, on a pu passer à 15%. Et puis, on a parlé du programme Erasmus et Erasmus+. J'étais présent au Conseil quand les discussions ont commencé sur Erasmus. Et je peux vous dire qu'à l'époque, certains ministres étaient très réticents. Mais certains, et le commissaire Vassili de l'époque, ont insisté sur ce programme. Nous ont dit que sans cette dimension internationale, nos diplômés ne seraient pas compétitifs. Et aujourd'hui, nous avons des étudiants qui viennent du Chili, de Chine. Et je suis ravie de voir qu'il y a une majoration substantielle du budget qui est prévue. Alors, s'agissant des programmes de cours, les programmes de cours, bien évidemment, sont arrêtés au niveau national. Et je peux vous dire que moi-même, en tant que ministre de l'Éducation, j'ai modifié le programme de cours et on m'a critiqué parce que j'ai renforcé l'exigence de compétences mathématiques prévues dans le programme de cours. En discutant avec un autre collègue d'un autre État membre, il m'a avoué avoir le même problème. Mais j'ai dit à mes collègues du ministère et j'ai dit aux journalistes que voulez-vous pour vos enfants, qu'ils soient engagés par des Chinois ou qu'ils recrutent eux-mêmes des Chinois? Et lui, il proposait d'incorporer dans le programme de cours de l'enseignement primaire déjà des notions d'informatique, ce qui n'était pas mon cas. Voilà pour vous donner un exemple des différentes discussions. Alors, sur l'université européenne dont on a parlé hier, qui est une initiative extraordinaire, si on parle du caractère attrayant de nos universités, mis à part le Royaume-Uni, la plupart des États membres de l'Europe continentale ne sont pas considérés comme ayant des universités particulièrement attrayantes. À part le Royaume-Uni, je l'ai dit, l'Australie fait mieux que nous, le Japon fait mieux que nous, de façon comparative. Voilà pourquoi il faut investir dans ces universités européennes de façon à ce qu'elles deviennent des pôles d'attraction intéressants où on puisse accueillir des étudiants venus des quatre coins du globe. Alors, je passe maintenant à l'aspect qualitatif. Nous avons déjà obtenu pas mal en termes de qualité de l'éducation. En mars 2008, le registre de l'assurance qualité a été établi et la plupart des pays sont partie prenante au processus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La réglementation en matière de qualité reste une compétence nationale, mais le dialogue au niveau du registre de l'assurance qualité est européen et nous permet de ne pas commettre d'erreurs et d'améliorer chaque année les normes de qualité, non seulement pour l'éducation et l'enseignement supérieur, mais également pour les différents autres niveaux d'éducation. Que nous réserve l'avenir? Nous avons eu Bologne et cette année, nous allons célébrer les 20 ans de la mise sur pied de Bologne. Bologne n'est pas un projet de l'Union européenne. Au départ, c'est 19 pays qui ont poussé ce pays. Aujourd'hui, on est à 47 pays qui ont souscrit à Bologne, mais l'Union européenne, la Commission, a appuyé ce dialogue. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un espace commun d'éducation et d'enseignement supérieur qui dépasse les confins de l'Union européenne, où l'enseignement supérieur, la reconnaissance des diplômes, toute une série de sujets dont vous avez parlé hier, notamment, sont des sujets qui sont débattus entre nous. L'apprentissage tout au long de la vie, l'intelligence artificielle font partie des thèmes qui sont abordés. Dernier point, dernière idée que je voudrais mettre en avant et vous soumettre, ce sont les politiques transversales. À l'occasion d'une conférence, on m'a demandé ce que j'aimerais changer dans notre législation en matière d'éducation pour que les choses aillent mieux. Et j'ai répondu pas grand-chose, en fait. Si je devais changer quelque chose, ce ne serait pas notre législation en matière d'éducation, ce serait notre législation en matière budgétaire et fiscale. Si on regarde du côté américain, on voit qu'ils investissent énormément d'argent, mais ça n'est pas comparable à ce que fait l'Union européenne en matière de recherche et d'innovation. Le système fiscal
aux États-Unis encourage les donations, l'appui du secteur privé, permet les panachages de l'argent issu du milieu universitaire avec de l'argent privé de façon à pousser des projets, financer de la recherche, obtenir des brevets et obtenir finalement le nerf de la guerre, les sources de financement. Et donc, par rapport à d'autres systèmes d'éducation performants, en tout cas au niveau de la recherche, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors, pour conclure, parce que j'ai épuisé mon temps de parole, j'ajouterai simplement qu'à mon sens, la prochaine commission aura la responsabilité de trouver les voies et moyens d'améliorer l'importance de l'éducation et de l'enseignement à Bruxelles. Ça veut dire des idées, des politiques, trouver les moyens de financer ces idées, ces politiques et ces projets. Ce projet de l'université européenne, et je pense que demain les résultats seront annoncés, ne sera, je l'espère, qu'un début. Parce qu'avec Erasmus, après 30 ans, on a pu en toucher les avantages concrets. Nos enfants aujourd'hui savent ce que l'Europe signifie, pas parce qu'on leur en parle, pas parce qu'ils ont vu des discours à la télé ou dans des débats politiques, mais parce qu'ils ont vécu des expériences enrichissantes dans d'autres pays que les leurs. Et donc, j'espère que cette université européenne, quand demain on annoncera les 12 consortiums, sera appuyée abondamment. 12, c'est un chiffre important, mais c'est certainement trop peu quand on sait qu'on est 28 États membres encore aujourd'hui dans l'Union européenne. Merci de votre attention. Merci de cette écoute attentive. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Dear colleague, Merci, professeur, chers collègues, ministres. the next keynote Le prochain intervenant est Monsieur Stéphane Radu Oprea, qui est ministre depuis janvier 2018 dans le gouvernement du Premier ministre Yurika Danchila. Avant d'être ministre de l'Environnement, du Commerce, des Entreprises et de l'Entrepreneuriat, il était sénateur. Il représentait le comté de Prahova. Il a été préfet également de ce comté. Il sort d'une grande université technique. Il est membre de la Commission des Affaires européennes du Sénat roumain, où il l'a été plutôt. Certaines de ses idées m'ont poussé à lui demander de nous rejoindre aujourd'hui. Je me réjouis de l'entendre et je voudrais avant tout citer 2 phrases ressortant de ses travaux de ministre. En tant que ministre de l'Environnement et des Entreprises, je souhaite que la Roumanie représente le meilleur environnement pour les entreprises en Europe. Il a dit également qu'au niveau de l'Europe, il soutenait la création d'un réseau d'incubateurs européens. Il a également dit que sans commerce basé sur des règles, il n'y a pas d'évolution. Il faut, selon lui, une stratégie avec le commerce international. Et donc, dit-il, le principal objectif du gouvernement roumain est de reconquérir les marchés traditionnels. Monsieur le ministre, merci d'être présent. Et merci, cher ami, de soutenir notre COSAC. Merci beaucoup. Quelle belle introduction. Je me suis demandé si vous parliez de moi. Donc, merci, mesdames et messieurs. Désolé, je suis un peu en retard. Mais j'ai dû participer au forum économique du 10e anniversaire du partenariat oriental. Vu que nous sommes à Bucarest et que nous disposons d'interprètes, je vous propose de coiffer vos casques car je vais passer au roumain, ma langue maternelle. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être présent ici et de m'exprimer devant vous. Vous avez déjà, au vu de votre ordre du jour, bien parlé hier de la question du commerce et de son importance. Vous êtes demandé comment nous nous positionnerions dans le monde en tant qu'Union européenne. Et donc, sachez
que le commerce faisait partie de nos priorités en tant que présidence du Conseil. L'Europe est un acteur mondial. C'est le message que nous voulions faire passer. Bien entendu, notre objectif était de lancer et de mener des négociations et des discussions. Notre objectif est de défendre nos priorités jusqu'au dernier jour de notre présidence. Nous avons signé récemment un accord avec le Vietnam, notamment. Enfin, nous allons signer un accord dans les derniers jours de notre présidence avec le Vietnam. Pardon. Je représenterai l'Union avec la commissaire Malmström et je peux vous dire que cet instrument, cet accord commercial que nous allons signer, et tous les autres accords, d'ailleurs, de libre-échange, sont des instruments qui nous permettent d'exporter nos valeurs européennes. Avec nos partenaires vietnamiens, sachez bien que nous avons créé une sorte de, comment dire, graphique qui reprend nos valeurs, nous y indiquons nos réflexions sur l'accord. Le Parlement vietnamien, d'ailleurs, a rédigé un acte juridique et a adopté un acte juridique en conséquence. Bref, en tant qu'Union européenne, nous défendons nos valeurs et cela se fait entendre jusqu'au Vietnam. Naturellement, je sais que dans les parlements nationaux, vous savez que les investissements et les accords d'investissement sont des processus de longue haleine. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du soutien des parlements nationaux. Les parlements nationaux ont un vrai rôle à jouer et j'espère que nous avançons tous dans la même direction et que nous pourrons nous préparer au mieux avec nos partenaires vietnamiens. Notre objectif est toujours de présenter les valeurs européennes et ici, il s'agit de les faire respecter au Vietnam, également en matière de droits des travailleurs. Mais revenons-en à notre thème du jour. Il s'agit de l'innovation, du progrès technologique. Il s'agit également de ce que l'Europe peut faire dans le domaine social. Les parlements nationaux jouent d'ailleurs un rôle essentiel dans l'économie européenne. En effet, nous devons trouver l'équilibre ensemble. Nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons réglementer. Nous devons comprendre comment protéger le citoyen et les valeurs européennes, tout en laissant, bien entendu, libre cours à la créativité. Nous devons nous demander comment soutenir l'économie, comment développer de nouvelles idées commerciales. Nous devons créer une valeur ajoutée européenne qui contribue à l'économie européenne, mais évidemment, nous devons toujours garder à l'œil nos valeurs fondamentales. Nous devons créer un cadre qui permette de les respecter. Le thème du jour est très moderne. Pensons au Forum économique mondial, aux discussions à l'OMC. Vous vous rendez compte que dans ces enceintes, 76 États ont déjà décidé de se lancer dans des discussions sur la question du commerce électronique. Et cela vous montre ce dont tout un chacun a besoin. Et nous devons nous pencher sur la situation et les attentes des États développés, mais également des États moins développés. Sous présidence roumaine, nous avons publié 2 propositions. Tout d'abord, une proposition sur l'acte pour les petites entreprises qui a démontré sa valeur ces 10 dernières années. En Europe, nous voulons nous engager plus fortement pour les PME et pour les employés des PME. Vous savez que plus de 90% des entreprises en Europe sont des PME. Cela représente beaucoup d'emplois. D'ailleurs, ces emplois sont stables. Ils restent dans nos États, quelle que soit la politique d'externalisation des grandes entreprises. Cela fait 10 ans donc, que nous avons cet acte pour les petites entreprises qui est très utile. Mais maintenant, nous parlons beaucoup d'innovation, de l'industrie 4.0, de l'intelligence artificielle, des logiciels, de la robotique, et j'en passe.
Nous parlons aussi énormément de mondialisation. Il y a 10 principes dans l'acte pour les petites entreprises et la numérisation n'y joue pas un grand rôle. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de le réviser quelque peu et de veiller à ce que le concept de la numérisation y soit incorporé, puisque c'est un concept qui est très important pour tous les États membres. Car nous ne pourrons soutenir les petites et moyennes entreprises qu'en leur permettant d'être compétitives. On parle toujours des grands champions en Europe, mais nous avons besoin des petits champions également. Et vu que nous parlons de champions, j'en arrive à ma deuxième proposition du Conseil, de la présidence du Conseil. Nous avions dit que nous devions étudier le marché dans lequel se concrétise la numérisation, le marché pour les startups, car les startups jouent un rôle très important en Europe. Elles peuvent évoluer jusqu'à un certain niveau seulement. Et pourquoi je vous dis ceci? Eh bien, parce qu'on parle beaucoup de licornes, donc de petites startups qui ont une capitalisation d'1 milliard d'euros, qui a une valeur qui atteint le milliard d'euros. Mais souvent, elles ne peuvent pas poursuivre leurs travaux en Europe, ces startups. Souvent, tout passe par les grandes entreprises ou par les instituts de formation supérieure qui ont le pouvoir d'assurer la croissance de ces entreprises. Mais vous savez, parfois, il y a des petites startups de 3, 4 ou 5 personnes qui peuvent certes commencer une entreprise, mais il faut passer par Internet et puis il faut trouver des possibilités de financement. Et nous avons besoin d'un changement de mentalité. C'est cela qui est important. Il faut se demander comment faire démarrer les starters et nous devons bien insister sur le fait que nous avons besoin des startups. Ce ne sont pas forcément les startups qui ont besoin de nous. Il s'agit de questions monétaires, il s'agit de développer le potentiel des startups, les jeunes pousses. Nous pourrions développer des réseaux comme les incubateurs européens. Nous pouvons renforcer le réseautage, l'accompagner par un financement. Le programme InvestEU pourrait être utilisé particulièrement pour réorienter le capital pour le financement des jeunes pousses afin qu'elles restent en Europe, afin que l'innovation puisse rester sur notre continent. C'est cela que nous cherchons pour les jeunes pousses. Tout ne doit pas se produire dans la Silicon Valley ou en Asie. Non, non, il faut que nous travaillions ici et nous devons développer un saut de qualité en quelque sorte, made in EU, donc fabriqué en Europe. Nous avons déjà eu l'occasion de parler en long et en large de ces thèmes et nous devons poursuivre la discussion car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons trouver l'équilibre nécessaire au développement des entreprises dans l'Union européenne. Encore une chose, nous avons une jeune pousse en Europe qui est une licorne, qui s'appelle WIPA, qui pèse 10 milliards d'euros. Ce sont des solutions logicielles et pour l'instant, nous sommes en discussion avec les représentants de cette jeune pousse pour voir comment poursuivre l'innovation en Europe. Et le financement n'est pas forcément le plus grand problème. Vous savez quel est le plus grand problème en Europe? C'est la fragmentation. La fragmentation. Si nous souhaitons poursuivre notre développement en Europe, il faut nous organiser. Nous avons 27 ou 28 systèmes et nous allons avoir une nouvelle commission, un nouveau Parlement européen et il faudra que les parlements nationaux s'impliquent dans les discussions. Il s'agit de parler de ces thèmes et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions dans la mesure où vous en auriez. Merci pour votre bonne attention. Thank you very much, Minister. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour ce partage d'idées. Merci d'avoir
évoquer votre vision, vos préoccupations sur ce thème qui est très important. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant lancer notre débat. En tant que parlementaires, nous savons que notre calendrier est assez serré et je propose d'abord de donner la parole à 2 collègues roumains car ils vont devoir aller en plénière et ils souhaiteraient tout de même poser des questions. Donc si vous le permettez, je vous propose de commencer par Madame Alina Teish. Chers collègues, je vous demanderai de ne pas dépasser la minute et demie, car 30 collègues souhaitent s'exprimer. Merci. Alina, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Cette nouvelle économie, notre nouvelle économie, a besoin de nouvelles impulsions et a besoin d'une bonne gestion créative. Il faut surtout également bien gérer le potentiel intellectuel de nos travailleurs. L'avantage compétitif n'est plus forcément lié aux produits ou aux services à l'heure actuelle, non. Les ressources naturelles ou les caractéristiques historiques ne fournissent plus d'avantages compétitifs. Non, non, il s'agit d'innovation maintenant. Nous avons besoin de travailleurs hautement qualifiés et la connaissance doit être utilisée au mieux. Nous devons développer une économie basée sur les connaissances et cette économie demande un plus grand engagement de l'Union européenne au niveau de l'économie au niveau européen. Il nous faut un engagement culturel et économique. Notre objectif est de développer notre culture du dialogue. Nous la connaissons au niveau européen, mais il faut la développer au niveau international. Nous devons renforcer la coopération internationale afin de pouvoir développer une bonne base de connaissances qui est un élément essentiel pour notre politique d'avenir sur le développement durable. Le gouvernement doit s'engager dans l'économie, doit soutenir l'évolution économique. Il y a évidemment des étudiants qui veulent étudier à l'étranger. La question qui se pose est de savoir quelles sont les perspectives de développement durable à long terme dans ce sens. Bref, nous sommes confrontés à de grands défis et je pense que nous devons soutenir au mieux les systèmes d'éducation au niveau national et l'Union européenne doit renforcer sa coopération avec l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique dans le domaine de la formation afin de pouvoir permettre une expérience internationale aux jeunes, ce qui ne sera que bénéfique à l'évolution de l'Union européenne. Notre économie basée sur la connaissance est importante. Nous n'avons pas uniquement besoin d'un cadre législatif, par exemple sur la propriété intellectuelle. Nous devons surtout actualiser en permanence notre cadre législatif et les libertés fondamentales sont essentielles, tout comme la fiscalité. Merci beaucoup, chers collègues. Maintenant, nous allons écouter le sénateur Gabi Ionescu, notre deuxième collègue. Je parle en langue roumaine. Așadar, domnule. Merci, mesdames et messieurs. Je m'appelle Gabi Ionescu, je suis sénateur au Sénat roumain dans la commission des affaires européennes. Monsieur le Président, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il est vrai que nous sommes confrontés à 2 grands phénomènes que vous avez évoqués, la mondialisation. Donc il faut se demander dans quelle mesure va la mondialisation et l'intelligence artificielle. Nous demandons dans quelle mesure nous sommes prêts à accepter l'intelligence artificielle et nous devons nous demander dans quel domaine nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle et quelles sont les limites de cette utilisation de l'intelligence artificielle. Bien entendu, l'éducation est un thème central de nos discussions. C'est pourquoi je voudrais me pencher sur des questions liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En 2018, en décembre si je ne m'abuse, la Commission européenne avait publié un document à ce sujet. Je crois que celui-ci peut être très intéressant. Il s'agissait de répondre à des questions de sécurité des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Et la Commission se demandait dans quelle mesure
le niveau national pouvait jouer un rôle. La Commission se demandait quels étaient les instruments, et nous nous demandons quels sont les instruments qui existent dans le domaine. Ensuite, la souveraineté des systèmes basés sur l'intelligence artificielle est une question qu'il faudra aborder. Le lien entre le cadre national et européen doit être étudié. Dans le document de la Commission, on parlait également d'un autre thème qui nous a occupé dans la conférence, à savoir les interactions entre les différents systèmes. Nous savons qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité dans la situation européenne et il faudrait approfondir tous ces points. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes limités au point de vue du temps. Tout un chacun a le droit de s'exprimer, certes, mais respectez votre temps de parole. Et maintenant, je propose d'écouter Monsieur Igor Pecek pour la Slovénie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Je suis très heureux de pouvoir vous dire que la République de Slovénie avance bien dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. D'après certaines données, nous avons la plus grande part de chercheurs par tête dans le monde dans ce champ. Malheureusement, les bons résultats académiques ne se traduisent que partiellement en réalité économique. Souvent, ce sont les PME, des PME qui travaillent dans le domaine. Les rapports de 2019 sur la Slovénie nous montrent que les entreprises slovènes auraient besoin de plus grands investissements dans l'intelligence artificielle. Nous pouvons nous inspirer de William Gibson, l'écrivain qui a dit que l'avenir, c'est aujourd'hui, mais qu'il n'est pas présent de manière équitable. Nous sommes heureux que nous puissions parler du sujet et nous pensons que les parlements nationaux peuvent jouer un rôle très important dans ce sens. Il s'agit d'écarter les obstacles, mais cela demande une approche coordonnée de tous les niveaux de pouvoir. Nous devons financer au mieux nos projets. Il s'agit également de gérer au mieux les projets de recherche et d'innovation. En 2018, des appels ont été publiés en vue de cofinancer des projets de recherche et de développement et la Slovénie a demandé des fonds dans le cadre du programme Horizon 2020. Merci. Thank you very, very much. Merci. Écoutons maintenant Madame Cathy Ricklin de Suisse. Je vous en prie. Monsieur le Président, chers amis, nous sommes tous d'accord. La recherche, l'enseignement, l'innovation sont les moteurs d'une économie et d'une société qui prospèrent. La Suisse est très forte en recherche fondamentale et en recherche appliquée et est également à la pointe en matière d'innovation. C'est ce que nous montrent les classements internationaux. Mais nous n'arrivons à ces résultats que parce que nous sommes un pays ouvert et que nous accueillons énormément de personnes du reste du monde, dont beaucoup de citoyens européens. Nous avons beaucoup de professeurs d'université européens et de chercheurs européens. La Suisse participe activement à Horizon 2020 et nous voudrions participer en tant que membre à part entière d'Horizon Europe. La Suisse et l'Union européenne coopèrent dans le domaine de la recherche. Tout se passe très bien. Et cette recherche est financée par les fonds de cohésion. L'économie circulaire, la médecine, l'économie durable, la croissance économique sont les principaux points abordés dans la coopération avec la Roumanie. Horizon Europe est un programme très important et nous souhaiterions y participer complètement. Mais tout cela est compromis par l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne qui est bloqué à l'heure actuelle. Nous vous remercions tous pour le soutien que vous nous avez apporté dans la déclaration. Donc au point 3 et 6, nous évoquons ces problèmes et nous demandons que les procédures soient débloquées. C'est très important pour nous parce que nous souhaitons conserver les meilleures relations possibles avec nos voisins européens. Merci.
Merci. Merci pour vos gentillesses, pour ce que vous avez dit à propos de notre coopération. Et je suis certain que l'avenir nous apportera de bonnes nouvelles en ce qui concerne ce que vous avez cité à la fin de votre intervention. Écoutons maintenant Madame Asa Westlund de Suède. Merci, Monsieur le Président. Merci à la présidence roumaine de nous avoir invités aujourd'hui. De nombreuses questions soulevées aujourd'hui concernent les parlements nationaux, mais l'Union européenne a un rôle très important à jouer dans le domaine. Je pense que la législation sur l'itinérance, sur les services de streaming sont d'excellents exemples. Nous devons coopérer si nous souhaitons pouvoir faire face aux multinationales. Et nous devons poursuivre le développement de notre marché. Dans ces discussions, je tiens à insister sur l'importance d'une législation européenne forte sur l'environnement et le climat. Nous sommes en coopérant, nous pourrons investir et évoluer dans le domaine des technologies vertes. Je pense que dans la nouvelle économie, nous devons prêter attention à l'amélioration de l'égalité. Il s'agit là de l'une de nos priorités pour les parlements nationaux et nous pouvons utiliser le socle des droits sociaux, nous pouvons utiliser la méthode ouverte de coordination qui nous permettra de travailler au mieux dans ce domaine. Parfois, on a besoin de législation européenne dans le domaine, c'est vrai. Et je voulais juste vous dire que nous devons veiller à respecter les différentes traditions sur le marché de l'emploi des différents États. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous propose maintenant d'écouter Madame Berta Cabral du Portugal. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter la présidence roumaine et saluer tous les participants à cette conférence. Dans le cadre politique qui découle des élections parlementaires récentes, les objectifs à l'horizon 2020, une Europe plus intelligente, plus innovante, plus numérique, plus sociale, plus engagée sur les changements climatiques et plus proche des citoyens, est une Europe qui doit concerner toutes les régions de l'Europe et notamment les régions qui sont économiquement les moins développées, socialement les plus fragiles et les plus vulnérables sur le plan environnement. Vous l'aurez compris, je parle des régions ultra-périphériques, espagnoles, françaises et portugaises, pour lesquelles ces objectifs sont absolument essentiels et doivent se concrétiser conformément à l'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Cette nouvelle économie passe par une cohésion de l'Union européenne et par la participation de tous les territoires. Il faut pouvoir éliminer les distances, avoir des centres d'innovation technologique, numérique et prise de décision qui concernent ces régions. Sans cohésion, il n'y a pas d'union. Nous le savons tous et à ce sens, il est essentiel que ces régions aient un accès privilégié et renforcé aux investissements de l'Union européenne, qu'elles puissent avoir accès à Horizon Europe, à la politique agricole commune, à tous les programmes qui reprennent des mesures spécifiques qui sont liées à ce fameux article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il faut maintenir également les niveaux de financement à 85% des investissements publics. Ce n'est qu'ainsi que ces régions pourront atteindre des niveaux de développement européen et de convergence conformément aux piliers européens et arriver à une position stratégique dans une Union européenne plus compétitive. Et puis, s'agissant de l'amendement 2.4 qui avait été proposé par le Portugal sur les RUP, nous l'avons présenté parce que nous espérons que cet amendement convaincra la plénière et qu'il sera voté. Merci. Merci. Andrei Reich pour la Slovénie. Merci beaucoup de me donner la parole. La numérisation et l'informatisation de notre société induit tout un ensemble de défis. Il faut donc trouver des solutions. Il faut prendre en compte ces éléments puisque notre société est vieillissante et nous risquons de manquer aussi de main-d'œuvre. Il existe des défis mondiaux, notamment celui de la concurrence par rapport
à l'Amérique du Sud, la Chine ou encore l'Inde. La donne a changé au niveau des conditions politiques et au niveau de la situation générale, ce qui veut dire que nous allons devoir faire face à ces défis sociaux, les relever. Et ces défis sociaux ne sont pas liés uniquement au changement climatique. Il est question de décarbonation par rapport au trafic routier. À ce niveau, nous avons un projet tout particulier qui pourra créer des aubaines que nous devons prendre en compte. Il s'agit d'aspects techniques et des défis sociaux qu'on ne pourra relever qu'en condition de rester unis et de rester forts au niveau européen. Merci. Mulțumesc și eu și Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Antonio Gameiro pour le Portugal. Merci, Monsieur le Président. Je félicite la présidence roumaine et je me réjouis de cette COSAC. J'aurais voulu commencer par affirmer que je ne comprends pas bien qu'à l'heure actuelle, dans le cadre de cette COSAC, au sein de l'UE, nous ne discutions pas d'un plan de réforme par rapport à la bureaucratie européenne, alors que nous avons affaire à nous sommes bientôt dans le nouveau CFP. Je crois que le moment est venu de réfléchir à une feuille de route qui aborderait cette question du manque de confiance de l'UE dans l'utilisation des fonds communautaires au niveau des États. Ceci limite nos possibilités d'investissement, ceci limite notre croissance et ceci n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée. Ceci fait qu'au niveau de l'utilisation des fonds communautaires, les citoyens n'ont plus confiance si nous prenons le niveau de participation électorale aux dernières élections au Parlement européen. Deuxièmement, j'aurais aimé dire que si nous voulons favoriser la recherche et l'innovation, la transition économique et le changement social et économique, il faudrait créer un cadre fiscal européen, un cadre fiscal pour favoriser l'investissement sur les jeunes, pour que les jeunes de moins de 30 ans soient favorisés. Pourquoi ne pas créer dans ce CFP une majoration à fonds perdus pour aider les jeunes, les aider à créer des start-up dans ce domaine sans perdre nos occasions. Il faut investir dans les domaines où le Parlement, la Commission et le Conseil sont d'accord. Ils sont d'accord sur l'agenda numérique, l'agenda climatique et surtout pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faudra améliorer la qualité des propositions aussi. thank you, distinguished. Merci, chers collègues. Je donne la parole à la Croatie. Domagoj Ajduković. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi par commencer par vous féliciter d'avoir bien prononcé mon nom. C'est la dernière session de travail dont je voudrais féliciter les collègues roumains pour l'organisation de cette réunion de la COSAC et pour avoir su traiter autant de thèmes, notamment l'innovation et la nouvelle économie. Tant que nous parlons de nouvelle économie, à mon avis, il s'agit en fait de parler d'éducation. Ceci revient à parler d'éducation. Donc, les deux dernières sessions sont intimement liées, comme l'éducation et l'innovation sont aussi intimement liées. Notre collègue et ministre a dit que les réalités au niveau universitaire ne sont pas brillantes. Donc, il y a eu un classement récemment qui ne retenait que 3 universités européennes parmi les 10 meilleures au monde, Oxford, Cambridge et ETH Zurich, l'Institut fédéral suisse de technologie. Donc uniquement une université qui est située sur le continent. Je félicite nos amis de Zurich. L'éducation et l'innovation, eh bien, nombre d'entreprises novatrices ont démarré dans des garages, en fait. C'est un peu comme IBM, Apple, Microsoft. Malheureusement, quand je parle de ces entreprises, je ne parle pas d'entreprises européennes. Et il faudrait donc inverser cette tendance. L'intelligence artificielle doit créer un nouveau dynamisme pour l'économie, le marché du travail et les marchés. Mais ceci risque de créer aussi des problèmes moraux, éthiques, qu'il ne faut pas dire. Le gros défi consiste à savoir comment aiguiller ces innovations, les utiliser au mieux, les optimiser. Et c'est là que les parlements nationaux ont un rôle à jouer, selon moi. Merci. Thank you very much and thank you. Merci de vos paroles aimables. Je vais donner la parole à Andrzej Czerwiński pour la Pologne.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté très attentivement les débats qui sont tenus tant hier qu'aujourd'hui. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'ensemble, en tant qu'Union européenne, nous devons relever les défis de l'avenir et nous concentrer sur les nouvelles technologies. Pourquoi nous concentrons-nous tant sur ce sujet? Eh bien, il est évident que dans tous nos pays, et chaque fois que nous rentrons chez nous, vous savez, il y a un proverbe scandinave qui dit, si je me rappelle bien, qu'il ne faut pas créer de nouveaux paravents quand le vent souffle, mais il faut plutôt construire des moulins pour l'utiliser. Donc, il faut exploiter la diversité qui est la caractéristique de l'UE. C'est un peu comparable avec la génétique et le fait d'utiliser les gènes. Si nous créons un programme novateur, eh bien, peut-être qu'on va créer une sorte de créature qui nous permettra d'être compétitifs par rapport à la Chine ou aux États-Unis et d'engendrer la prospérité pour nos pays. Et je crois qu'il faut utiliser la diversité de l'UE. Et je souligne le rôle de la nouvelle génération, de la jeunesse. Nous devons miser sur cette jeunesse, les aider à devenir plus novateurs afin de créer cette culture de l'innovation dans nos pays. Je vous remercie. Mulțumindu-i colegului din Polonia, vreau să... Je remercie le collègue polonais et je donne la parole à Virgilius Borderis pour la Lituanie. Thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. La Commission des affaires européennes de notre Parlement s'est montrée très proactive par rapport à la numérisation de l'industrie lituanienne. Il y a un débat en continu avec le gouvernement, dialogue sur l'innovation. En 9 ans, en 2011, nous avons fait les plus gros progrès dans l'UE, dans la promotion de l'innovation. Nous avons encouragé à stimuler la science et nous avons encouragé à la création d'écosystèmes d'entreprises pour favoriser cet environnement. La stratégie de la croissance consiste à améliorer la compétitivité de nos activités basées sur la connaissance dans les différents secteurs comme les biotechnologies, l'électronique ou les technologies de l'information. C'est sur cela que nous misons. Jusqu'à 2030, nous avons mis en place une feuille de route du numérique pour encourager le développement des technologies de la numérisation dans les processus de fabrication. L'industrie la science de la vie, les sciences de la vie font partie des priorités pour le programme spécialisation intelligente. Sur la base des prévisions en matière de croissance économique, nous pensons que 53% des entreprises novatrices qui travaillent en Lituanie se développeront d'ici à 2020. Merci. L'Autriche, Christian Buchmann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Chers collègues, l'Autriche va quitter sur cette COSAC la troïka de la COSAC et donc je remercie la présidence roumaine au nom de la délégation autrichienne. C'est un plaisir d'être votre collègue ces 18 derniers mois. Travailler avec vous a été un honneur. Parlons maintenant de ce qui nous occupe aujourd'hui. Le modèle social européen est soumis à différentes épreuves. Ces dernières décennies, nous avons réussi à assurer la paix, la prospérité, la croissance pour tout un chacun en Europe. Et afin que les choses restent dans l'état à l'avenir, il y a différents éléments sur lesquels il faudrait que nous nous penchions. Nous avons déjà parlé du cadre financier pluriannuel et dans ce cadre, il faudra miser sur l'innovation, la recherche, l'enseignement et il faudra voir comment soutenir au mieux nos PME. C'était la première chose. Deuxième chose, les PME, justement, représentent 2 tiers des travailleurs dans l'Union européenne et ils représentent plus de 50% de la création de valeur en Europe. Il s'agit de connecter les petites et moyennes entreprises. Les grands secteurs industriels doivent être connectés, mais également les PME. C'est la raison pour laquelle il faut réduire la bureaucratie au maximum dans le cadre des programmes européens. Enfin, troisièmement,
On en a parlé. L'éducation est importante, la formation est très importante, mais il ne faut pas que ce soit des éléments qui s'excluent l'un l'autre. Il faut une recherche appliquée qui soutienne l'industrie. Il faut énormément de liens entre l'industrie et la recherche, mais nous devons aussi avoir une recherche fondamentale. Il faut la soutenir. Enfin, notre économie de marché se transforme en économie éco-sociale et nous pouvons l'aider et l'accompagner dans les transformations actuelles. Merci. Thank you. Je vous remercie. Pour la Lituanie, Virginia Vingliene. Monsieur le Président, chers collègues, je vois que l'économie circulaire progresse. Elle fait partie des innovations vitales puisqu'elle couvre d'autres types d'innovations et permet de créer un préalable à la mise en place d'un cercle fermé. C'est une priorité au niveau de l'UE, un défi prioritaire. Et en le relevant, nous pourrons non seulement réaliser les ODD, la réduction du changement climatique, l'optimisation de nos ressources limitées, mais nous pourrons aussi agir dans le domaine des cycles économiques et sociaux. Nous pouvons considérer tous ces défis comme une opportunité pour favoriser la croissance, l'innovation et le progrès. Nous félicitons que l'accent soit mis sur les normes de durabilité des produits. Mais il est essentiel de rester ambitieux, exigeant, tant au plan national qu'au niveau de l'UE pour assurer une véritable mise en œuvre des objectifs liés à l'économie circulaire. Nous devons fixer nos jalons à un niveau plus ambitieux qu'à l'heure actuelle. Il ne s'agit pas de susciter l'investissement qu'au plus haut niveau de l'économie circulaire. Nous devons aussi susciter une sensibilisation environnementale. Il ne s'agit pas de financer des technologies démodées comme l'incinération des déchets, par exemple, alors qu'il existe des possibilités dans le cadre du futur CFP. Les nouvelles perspectives financières doivent éliminer ce genre de possibilités. Il ne faut pas toujours choisir la solution la plus simple simplement pour cocher des cases et s'intéresser seulement aux éléments inférieurs du cycle. Ce serait la mauvaise option. Nous devons faire preuve d'audace et avancer sur la voie de l'économie circulaire. Il faut être ouvert aux nouvelles aubaines, à la croissance, car ceci est un préalable par rapport au progrès et à une économie novatrice, pardon. Oui, je partage pas mal de vos idées. Nous allons entendre le point de vue d'Elias Miliantos pour Chypre. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Dans le cadre d'Horizon Europe pour les 7 prochaines années, avec un budget de 94 milliards d'euros, eh bien, c'est l'investissement le plus audacieux que nous n'ayons jamais connu dans le domaine de la recherche. Nous avons pour vocation d'utiliser et d'optimiser ce programme pour promouvoir la recherche et l'innovation au plan national. Alors, ce serait une faute si je ne parlais pas des indicateurs de performance de Chypre pour le programme Horizon 2020 actuel et pour notre niveau de participation. Nous sommes au premier rang en termes de PNB par tête pour ce qui est de l'attraction de capitaux en termes d'investissement. Nous avons de nouveaux arrangements fiscaux avec des dérogations de 50% des revenus des PME qui s'impliquent dans l'activité de recherche et d'innovation. Le Parlement de Chypre attache une grande importance à ces défis technologiques qui nous attendent. Suite à une initiative du Parlement, nous avons défini une stratégie nationale pour les technologies décentralisées, les chaînes de blocs notamment, pour faciliter les choses et mettre en place ces technologies au plan national pour les utiliser. En outre, nous avons lancé ou établi de bons contacts avec le monde universitaire, avec les communautés d'université, dans le cadre de la 4e révolution industrielle et de sa communauté. Il s'agit d'accroître la R&D. C'est un investissement pour l'avenir de l'Europe. Ça ne se limite pas à des coûts.
en tant que Parlement nationaux, nous devons ensemble mieux serrer cet effort pour que l'Europe soit en fer de lance en termes de recherche et d'innovation au plan mondial, afin que nous puissions faire en sorte d'améliorer le niveau de vie de tous les citoyens européens, quelle que soit la région d'Europe où ils vivent. Il s'agit de donner des services de haute qualité en termes de santé, d'éducation et dans les autres domaines. Merci, chers collègues. Pour la Suède maintenant, Maria Öström-Quist. Merci, Monsieur le Président, et merci de nous avoir si bien accueillis. Nombre de défis nous attendent, mais beaucoup d'opportunités aussi. Donc, notamment, il y a le changement climatique qui constitue un défi qui va nous forcer à chercher de nouvelles solutions. Et ceci ouvre de nouveaux marchés pour de nouveaux produits intelligents. Il faudra aussi trouver des solutions pour régler le problème des émissions. Alors, on peut toujours créer de la croissance et du travail, et l'innovation et la coopération sont des facteurs clés pour le développement durable économique. Notre succès se fonde sur l'aptitude à garder nos capacités dans une économie mondiale. Nous serons en concurrence en termes de connaissances. Nous devrons donc promouvoir des développements qui apportent de nouvelles modes de pensée, des solutions intelligentes dans l'ensemble du cycle des cycles d'éducation. Donc, nous avons besoin d'écoles de premier choix pour tous nos jeunes. Merci. Thank you. Merci. Pour l'Estonie, Urve Tidus. Merci, mesdames et messieurs. L'innovation et le progrès technologique sont devenus des termes aussi populaires que d'autres mots comme la pluie et le soleil. L'innovation ne dépend pas uniquement de nous en tant qu'êtres humains. Il s'agit aussi d'avoir une habilité à coopérer pour avoir de bons résultats. Nous félicitons de l'accord qui a été obtenu par le programme cadre Horizon Europe, donc sur la recherche et l'innovation, qui propose des options stratégiques pour aborder les questions socio-économiques, politiques et les défis environnementaux qui attendent de la société européenne. Afin d'avoir un impact optimal, il faut impliquer des représentants de l'université, des affaires, de l'industrie, de la société civile et les utilisateurs finaux. Il s'agit de mettre en place une coopération interdisciplinaire au niveau des États membres. L'Estonie est favorable à cette aspiration qui consiste à faciliter les investissements dans le secteur public et privé pour les technologies de l'information. C'est de développer les compétences numériques à tous les niveaux. Il est nécessaire de financer tout cela dans le cadre du prochain CFP. C'est un élément indéniable. Nous remercions la Roumanie pour avoir accueilli cette réunion de la COSAC au cours de ces 3 journées. Et j'ai bien l'impression que je reviendrai très vite en Roumanie. Merci beaucoup et tous mes voeux de succès pour votre pays. Thank you for your kind... Merci de vos paroles aimables. Et nous attendons avec impatience votre retour à Bucarest. Nous avons beaucoup apprécié le fait que vous soyez bien sentis chez nous. Chers collègues, je vais donner la parole à mon collègue du Sénat roumain, Gabriela Crețu, donc qui co-préside avec moi cette réunion. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers amis, la 4e révolution industrielle entraîne des changements radicaux. Elle fait sauter les frontières, crée de nouveaux potentiels de contrôle et en matière de fiscalité. Elle crée un espace privé, ces cyberespaces, où les institutions démocratiques classiques n'ont plus le contrôle et souvent, ces institutions ne comprennent pas ce qui se passe. Cette industrie annonce des géants, qu'il existe des géants technologiques qui ne sont pas européens. Alors il faut bien comprendre comment les choses fonctionnent, mais ces gens essaient de manipuler nos esprits. Pour ce qui est du big data, nous n'avons pas de contrôle, nous n'avons pas la main, nous n'avons aucune souveraineté dans ce secteur. Alors quel est notre rôle traditionnel? De décider de ce que nous finançons. Alors on dit qu'il faut financer l'éducation publique, la recherche fondamentale, mais tout ceci n'est pas protégé par les droits de propriété intellectuelle. Nous finançons aussi une grande partie de la recherche privée. Alors, les résultats obtenus dans ce secteur sont protégés par tout un arsenal de législation sur les droits d'auteur. Et si nous en payons le prix, on a beaucoup. Les résultats ne sont pas confirmés. Les PIB ont augmenté partout, mais les inégalités aussi.
Nous devons décider aussi de la manière dont les résultats scientifiques sont utilisés. Et ça, c'est quelque chose de très délicat. C'était très difficile de régir ce domaine, de le réglementer. Nous devons faire de gros efforts et nous montrer intelligents au niveau du secteur public. Nous avons besoin d'imagination sociale et de volonté politique pour pouvoir faire face à ces défis, pour les relever. Nous devons apporter des réponses idoines à cette révolution si nous voulons sauver la démocratie, si nous voulons conserver une société où il est bon de vivre avec une vie publique décente. Les régimes autoritaires auront beaucoup plus de facilité avec ces nouvelles technologies à contrôler les peuples. Non, l'idée de réaliser ces résultats dans les États membres, c'est une illusion. Nous sommes trop petits. Nous sommes des David à côté de ces Goliaths. Donc, l'Union européenne pourrait atteindre un équilibre macroéconomique en utilisant des instruments microéconomiques, c'est-à-dire au niveau des États membres. Merci. Merci, Gabi. Pour le Parlement européen, Madame Maria João Rodrigues. Merci beaucoup et merci à nos amis roumains d'avoir mis ces points à l'ordre du jour. Ils sont essentiels. Au niveau des parlements européens, nous considérons que le moment est venu avec les parlements nationaux pour commencer à définir une manière européenne de gérer la révolution numérique. Il y a la manière américaine, où le moteur est le marché. Il y a la Chine, où c'est le moteur et l'État. Mais nous, Européens, nous devons inventer notre propre manière selon nos caractéristiques. Alors, je prétends que cette méthode européenne devrait se baser sur le respect de la confidentialité de la vie privée au niveau des données à caractère personnel, respect de la démocratie, bien sûr, pour éviter la manipulation. Nous devons renforcer même la démocratie. Et troisièmement, dans cette méthode, nous devons préparer les peuples à des gros investissements au niveau des compétences, mais aussi en respectant les droits sociaux de base. Il faut que tous ceux qui travaillent dans l'économie dématérialisée puissent compter sur le socle des droits sociaux. C'est-à-dire qu'il existerait un contrat et un accès à la protection sociale. Alors oui, bien entendu, nous avons besoin d'une politique de l'innovation forte. Et peut-être qu'il est trop tard pour mettre en place un Google européen. Mais il est clair que nous pouvons développer beaucoup d'outils d'intelligence artificielle pour améliorer le bien public en termes de santé, d'éducation, ou gestion urbaine, ou au niveau de la transition énergétique. Alors, encourageons cette politique de l'innovation. Et je pense qu'au niveau fiscal, budgétaire, il faudrait s'aligner sur ces objectifs. Le nouveau budget de l'UE avec le programme Europe numérique, j'espère, encouragera le mouvement, mais j'espère que cette COSAC de Bucarest sera la COSAC du lancement de la stratégie européenne pour mener cette révolution du numérique. Merci. Merci de nous avoir proposé le point de vue du Parlement européen sur la question qui nous est soumise aujourd'hui. J'invite Lord Robin Davidson à s'exprimer devant cette cause. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mme Strömquist pour la Suède. La nouvelle économie de l'avenir sera décarbonée. Et l'un des facteurs clés qui est ressorti de la récession au Royaume-Uni il y a 10 ans suite à la crise financière et qui s'est étendue bien de l'heure et c'est qu'une partie de l'économie a continué à croître rapidement, à 6-7% par an. C'était l'économie verte en fait, parce qu'elle produisait de l'emploi bien payé, qualifié, très réparti et pas uniquement concentré sur la capitale en stimulant la croissance des PME. Donc ça ne se limitait pas à une croissance locale. Mais il faut favoriser l'innovation et la recherche pour réaliser les objectifs dont nous avons besoin, c'est-à-dire la neutralité du carbone d'ici à 2050. Et ces technologies couvrent le stockage du scavol, les nouveaux biocarburants, l'énergie marine, et peut-être encore plus important, un domaine auquel on ne pense pas beaucoup, l'efficacité énergétique. Et il faut parler d'autres secteurs. Il ne s'agit pas de fournir plus d'énergie, d'en produire plus seulement et d'investir dans ce secteur uniquement.
au niveau fourniture, donc il faut aussi bien gérer la demande. Voilà pourquoi nous avons besoin de systèmes intelligents et de réseaux de distribution intelligents. Et c'est là que l'intégration européenne en termes de recherche et de développement est très importante. Et les programmes qui suivront Horizon 2020 seront très importants. Et j'espère que le Royaume-Uni pourra y participer, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE. Je vous remercie. Merci, Lord Chaverson. Je vais donner la parole maintenant à un représentant de la Troïka, Satu Hassi pour la Finlande. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est bon de reprendre le flambeau après l'orateur précédent. Je voudrais revenir sur 2 points liés à l'innovation. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit l'un des orateurs d'hier. A dit que nous avons besoin d'un basculement de paradigme, passer d'une économie basée sur l'énergie à une économie basée sur la connaissance. Mais nous avons besoin aussi d'un changement de paradigme pour passer des carburants fossiles à une économie circulaire qui favorise les objectifs environnementaux. Comme l'a dit la collègue suédoise, une manière de stimuler notre compétitivité dans ces domaines consiste à améliorer notre niveau d'ambition, de relever la barre en termes de législation environnementale et climatique. Je voudrais revenir sur le fait qu'en Finlande, Cleantech, donc les entreprises liées à la technologie propre ont cru plus vite que notre industrie du bois, alors qu'il s'agit de notre cœur de métier. Donc il y a la plus grande partie du secteur des technologies propres est liée à l'efficacité énergétique dont a parlé l'orateur précédent. Encore une remarque rapide. Bien souvent, lorsque nous parlons d'innovation, nous pensons à la technologie. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus l'importance de l'innovation sociale et de l'innovation au niveau du modèle d'entreprise. Nous avons besoin d'innover au niveau des schémas d'entreprise pour ce qui est du financement, au niveau des investisseurs institutionnels si nous voulons avoir une économie qui soit plus favorable à l'environnement et moins favorable aux carburants fossiles. Merci. Charles Kinnoul from. Passe maintenant la parole à Lord Charles Kinnoul pour le Royaume-Uni. Oui, merci. Je voudrais intervenir en reprenant ce que le collègue Tennyson nous disait pour le Royaume-Uni s'agissant de ce programme Horizon Europe qui doit représenter un intérêt pour tous les Européens. C'est une étiquette connue aujourd'hui, auquel on fait confiance et qui est reconnue de par le monde. Alors, comme le ministre Préa et Madame Crétou l'a dit à l'instant, la science et les développements scientifiques sont onéreux. Il nous faut des équipes à l'échelle européenne et nous sommes ravis de ces relations, de cette expérience qui a permis à des équipes diverses de travailler sur des projets scientifiques. Le Royaume-Uni s'est engagé dans les programmes Horizon et nous restons engagés. Notre comité, d'ailleurs, nous suggère de maintenir cette coopération avec les programmes Horizon de demain. Nous espérons que notre prochain gouvernement souscrira également à cette attente de notre part et qui est également de l'intérêt de tous nos citoyens. Je me demande si le panel est d'accord avec cette analyse. L'association donc du Royaume-Uni. Merci. Toujours de la Troïka pour la Finlande, Madame Pia Kauma. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'idée de créer de l'emploi, de se renouveler, ne se fait pas gratuitement. Cela veut dire que nous devons investir. Pour le moment, en Finlande, on est à moins de 3% de PIB en recherche et innovation, mais d'ici à 2030, nous souhaitons passer à 4% d'investissement en recherche, développement et innovation. Je pense que l'on doit, par exemple, s'inspirer de l'exemple des systèmes de navigation par satellite, des systèmes GPS. Rien n'aurait pu être possible si les gouvernements n'avaient pas
investi. Il en va de même pour différentes industries technologiques. On voit ce qu'a fait la Corée, notamment la création de ces jeunes pousses. L'économie verte doit être une occasion à saisir au niveau des entreprises européennes. Et je dois vous dire qu'en Finlande, nous avons pris cette question au sérieux. Investir des deniers européens reste quelque chose d'important, et peut-être que là où le bas blesse en Europe, c'est que nous sommes peut-être moins doués pour la commercialisation. Il faudra donc améliorer nos performances si nous voulons être rentables. Et puis au niveau de la concurrence, Google, Amazon et d'autres, ces grandes entreprises paient leurs entreprises là où la valeur est créée. Ça devrait également être une réalité européenne, car les contribuables européens payent leurs impôts et les grandes multinationales semblent échapper également à cette ponction fiscale. Merci d'avoir partagé ces quelques remarques. Je passe la parole à Madame Leiten pour les Pays-Bas. Merci. L'innovation est bien sûr importante et nous sommes tous axés vers l'avenir, et c'est vrai qu'il faut que les technologies qui se développent soient des technologies qui soient sûres. À partir du moment où il y a un investissement public, il faut également que les bénéfices soient publics, de l'intérêt de tous et pas simplement de l'intérêt de certains. J'entends par là quelques multinationales. Et puis, l'idée d'évoluer, de transformer est une idée bien sûr évidente, mais il ne faut pas oublier que l'économie 4.0 est également une économie qui ne peut pas faire l'abstraction du 1.0. On aura toujours besoin d'un personnel de base, de nettoyage et autres métiers traditionnels que nous ne pouvons pas perdre. Et donc, tout en portant un regard sur l'économie 4.0, il ne faut pas négliger le fait qu'une partie de notre population ne pourra pas prendre ce train de l'économie de demain, et qu'il faudra toujours veiller à ce qu'il y ait des possibilités d'emploi pour cette partie de la population. Merci. Thank you, Renskind. Merci. Je passe la parole à notre collègue turc, Monsieur Imam Nesai-Filiz. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne doit investir dans l'innovation, la recherche et le développement pour améliorer sa compétitivité vis-à-vis de ses concurrents principaux. Si nous voulons investir dans l'avenir de l'Europe, il faut pouvoir financer correctement les programmes européens. La Turquie a participé au programme Horizon 2020 et au programme cadre recherche et innovation, ainsi que au programme COSME qui est ciblé sur les petites et moyennes entreprises. Ces programmes ont permis de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Turquie en éducation, sciences, technologie, innovation et culture, pour ne citer que ces domaines. Alors, la motivation principale de notre participation à Horizon 2020 à COSME, c'était de pouvoir coopérer avec le monde scientifique et technologique pour relever les différents défis auxquels sont confrontés tous nos pays. Par rapport à l'intervention du collègue chypriote hier, je voudrais signaler qu'il est important de comprendre que la question chypriote préexiste l'existence de l'Union européenne. Nous avons été confrontés à des problèmes qui remontent bien avant 2004 et à l'établissement de population. Et je dois dire que l'Union européenne, pour nous, ne doit pas être l'enceinte où se débat la question chypriote. La Turquie a un droit légitime et un intérêt vital dans la Méditerranée orientale et la protection des Chypriotes turcs qui y habitent. La Turquie a exercé pleinement son droit souverain sur la plateforme continentale de cette partie de la Méditerranée, telle que reprise dans le droit international, et la Turquie reste bien sûr favorable à une situation de paix et de stabilité dans l'est de la Méditerranée. Enfin, je voudrais signaler que la Turquie doit faire face à un problème de réfugiés, un problème majeur. Des populations syriennes
ont augmenté de quelque 20% la population locale turque. Dans la ville de Kilis, nous avons quelques 130 000 Syriens et 93 000 Turcs qui s'y trouvent. C'est un problème majeur pour notre pays. Cela représente toute une série de problèmes qui risquent de s'aiguiser à l'avenir, notamment les problèmes culturels et de coexistence. Merci. Merci de nous avoir donné cet éclairage intéressant. Monsieur Gerald Crofwell pour l'Irlande. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais vous remercier, vous et toute votre équipe en Roumanie qui nous ont accueillis ici pour tisser des liens, forger des amitiés et réfléchir ensemble. La question de l'éducation. Nous parlons sans cesse de coopération entre les universités et le cycle de l'enseignement supérieur, mais je voudrais mettre un accent plus particulier sur la formation tout au long de la vie et la formation à l'âge adulte. C'est bien, comme le disait la collègue néerlandaise, d'avoir des qualifications 4.0, mais il ne faut pas oublier d'autres personnes qui continuent d'exercer des métiers plus traditionnels. Et nous avons travaillé avec le niveau local, régional, l'industrie, pour passer aux universités techniques. L'Irlande est prête à accepter un partenariat avec n'importe quelle université de l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne. Nous avons des programmes d'encodage qui s'adressent à des enfants de primaire. Nous avons également des foires scientifiques pour les élèves du secondaire. Tout ceci participe à l'innovation. Comme on l'a dit hier, il nous faut une cybersécurité centralisée et des réseaux de renseignement. Sinon, tout ça n'aura servi à rien si nous sommes en proie à une attaque cybernétique. Donc, il faut en tout cas renforcer nos capacités de renseignement avant de poursuivre dans cette voie du tout au numérique. Merci pour vos paroles aimables. Pour l'Islande, Madame Aslangana Sigurbjörnsdóttir. Merci, Monsieur le Président. L'innovation, l'Europe sociale sont des sujets qui sont étroitement liés à la question de l'éducation dont nous avons parlé hier. Innovation, technologie, le fait d'encourager nos enseignants à rester au courant des évolutions technologiques et les conséquences pour nos citoyens de ces évolutions. Nous aussi, nous sommes à la proie des changements climatiques. C'est donc un sujet d'une actualité brûlante et il est clair que l'innovation et la technologie sera partie prenante à la solution. Le moment est venu de mutualiser nos talents et nos ressources. L'Islande est un pays de jeunes pousses. Nous étions un pays traditionnellement de pêcheurs. Mais il fallait prendre des risques pour pouvoir innover et prendre des risques dans des conditions difficiles. Dans une île à la météo capricieuse, il nous a fallu être prêts à faire preuve de solutions innovantes si nous étions ensevelis sous la neige ou face à l'éruption volcanique. Je dois dire que la résilience, nous l'avons dans nos gènes. Nous voulons bien sûr construire une société en profitant de tous les talents, mais sans oublier la grande majorité de notre population. Il faut que ce soit des opportunités pour tous. Il ne s'agit pas simplement de protéger des individus aux idées brillantes, mais le contact social est également un facteur important. C'est ainsi que ces individus brillants peuvent déployer tous leurs talents. Je pense que c'est une des conditions sine qua non pour que les talents voient le jour et puissent s'épanouir. Nous voulons continuer à promouvoir ces talents en leur offrant le meilleur environnement possible pour que les innovateurs continuent à innover face à une concurrence mondiale. Merci. Toujours d'Islande, Monsieur Jon Steinder Valdemarsson. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je voudrais dire que c'est un sujet très important que celui que vous nous proposez, que vous soyez roumain ou islandais. Il est clair que nous devons travailler ensemble au niveau européen si nous voulons engranger quelques succès. Il se fait justement qu'aujourd'hui, une nouvelle politique en matière d'innovation est votée en Islande. Une loi qui a été préparée par un
comité spécifique après une consultation tous azimuts avec les acteurs de ce secteur en Islande. Cette nouvelle politique de l'innovation permettra d'épauler et d'appuyer 3 axes. Tout d'abord, améliorer la qualité de la vie. Deuxièmement, la durabilité. Et enfin, permettre la prospérité de la société islandaise dans son ensemble. Cette politique reposera sur 5 piliers qui doivent être solides et renforcés. Tout d'abord, nous voulons amener une mentalité positive en faveur de l'innovation des jeunes pousses, de la recherche et du développement, que les investissements capitaux visent l'innovation et financent les jeunes pousses tout particulièrement, assurer également un accès ouvert aux marchés mondiaux, appuyer le cadre général dans lequel les entreprises fonctionnent et déploient leurs activités, et enfin veiller à ce que nos ressources humaines soient dûment équipées pour relever les défis de demain, tout en n'oubliant pas la culture et les ressources typiquement islandaises. Merci. Merci, chers collègues. Je vais maintenant passer la parole à un collègue français, Monsieur Simon Soutour. La Commission européenne nous alerte sur le manque de main-d'œuvre qualifiée dans le numérique en Europe. Il y aurait près de 600 000 emplois vacants dans ce secteur. Certains évoquent 900 000 emplois en 2022. Et dans le même temps, on voit partir nos meilleurs chercheurs à qui les grands groupes du numérique offrent des salaires mirobolants et surtout d'excellentes conditions de travail pour mener leurs recherches. Que pouvons-nous faire? Il faut créer un environnement favorable pour nos chercheurs et en premier lieu, il nous faut investir dans la recherche et l'innovation. La Commission européenne propose un budget ambitieux pour la recherche et l'innovation de près de 100 milliards d'euros dans le prochain cadre financier pluriannuel. Nous soutenons cette ambition. C'est la première étape, d'autant que nous pourrons désormais associer ces fonds aux autres fonds européens, comme les fonds de cohésion ou les FECSI. Utilisons-les pour bâtir des centres de recherche et d'innovation sur nos territoires. C'est comme ça que nous garderons nos chercheurs et que nous créerons les emplois de demain. L'autre effort que nous devons faire au niveau national, c'est celui de la formation. Elle ne relève pas de la compétence de l'Union, pourtant la Commission en a relevé l'enjeu. Selon une étude européenne, 43% des Européens ne disposent pas des compétences numériques de base. Nous devons préparer nos populations à utiliser cette technologie de façon très large. Nous devons aussi former plus de spécialistes parce qu'ils occuperont les emplois de demain. Enfin, il faut faciliter le passage de la recherche à l'innovation, c'est-à-dire du laboratoire à l'entreprise innovante. Le second point sur lequel les parlements nationaux ont un rôle à jouer, c'est celui de l'intelligence artificielle. L'Union européenne a lancé un plan coordonné à ce sujet. Ce n'est pas une politique de l'Union, c'est un appel à agir ensemble, Union européenne et États membres. Cette nouvelle technologie pose de nombreuses questions, notamment éthiques et spécialement en matière de protection des données personnelles. Elle va transformer nos vies. Si nous ne voulons pas subir ces transformations, si nous voulons les orienter, les encadrer, nous devons en débattre. Et lieu des débats, c'est tout naturellement le Parlement européen et bien sûr les parlements nationaux. Thank you, Simon Soutour. Merci, Monsieur Soutour. Je passe maintenant la parole à Monsieur Adam Kalous pour la République tchèque. Pane předsedající, děkuji za slovo a také. Merci de me passer la parole. Nous aussi, nous aimerions vous remercier pour cette excellente présidence roumaine. Lorsqu'on parle d'innovation et de progrès technologique, cela signifie pour nous que l'Union européenne doit être à la tête du développement et de la recherche. Et donc, cela veut dire qu'il faut bien sûr, dans le contexte du CFP, disposer des moyens suffisants pour investir et doter le programme Horizon Europe des moyens suffisants. Dans le contexte de ce programme, nous devrons veiller à ce que nous puissions avoir des règles simplifiées pour pouvoir utiliser les fonds européens, alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires et les gestionnaires de programmes. Je suis assez d'accord avec le collègue du Royaume-Uni pour dire que le programme Horizon 2020, qui touche à sa fin, a rempli
tous les critères que nous avions fixés à son avènement, la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de la vie et le fait de relever les défis de l'époque. Et je pense qu'il est important de pouvoir disposer de tels programmes en faveur de l'économie. Et donc, nous devons engranger et construire sur la base des succès du programme Horizon 2020. Il faut donc que le programme qui suivra soit encore mieux interconnecté à d'autres programmes européens, que nous puissions continuer à simplifier les processus financiers et que nous puissions améliorer l'échange d'informations et la communication vis-à-vis de l'opinion publique. Nous avons publié notre propre stratégie 2019-2030, stratégie que nous avons intitulée « Un pays axé sur l'avenir ». Et donc, nous avons l'intention d'augmenter la part d'investissement en intelligence artificielle et en informatique et différents domaines liés au numérique. Du côté de l'Union européenne, nous aimerions utiliser le financement pour épauler des centres de développement scientifique et technique qui sont à la pointe de la recherche et qui devront produire des résultats de l'intérêt non seulement de la République tchèque, mais également de toute l'Union européenne et au-delà. Merci. Toujours de la République tchèque, Monsieur Pavel Plzak. Merci, Monsieur le Président. Merci de me passer la parole et merci pour une conférence de haut vol. Alors, j'aurais deux commentaires par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit hier. Quelqu'un a dit que nous souhaitions que plus d'étudiants terminent les études secondaires et l'enseignement supérieur. Mais nous pensons que ça n'est pas suffisant. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous souhaiterions également que certains optent pour des métiers et que la formation professionnelle ne soit pas oubliée. Nos entreprises se plaignent qu'il y a trop d'étudiants dans les cursus universitaires ou d'enseignement supérieur, alors que nous manquons de personnel dans la construction et nous ne trouvons pas cette main-d'œuvre que nous devons faire venir d'ailleurs. Autre commentaire, nous souhaitons davantage de diplômés de nos écoles. Je reviens à ce commentaire, mais je pense que pour que quelqu'un fasse des études fructueuses, il faut qu'il se donne à fond à ses études et ça dépend également du niveau de difficulté de l'enseignement dispensé. Je pense que si nous voulons quelque chose qui soit plus axé sur l'intelligence, le smart, il faut que l'on réfléchisse également à la difficulté qu'il y a à arriver au bout des études. Chez nous, par exemple, les mathématiques sont perçues comme des branches trop difficiles, trop complexes, qui n'attirent pas. Alors, personnellement, j'ai suivi la faculté de médecine, mais je sais que nous risquons d'avoir un jour une main-d'œuvre qui ne saura plus effectuer des opérations mathématiques. Est-ce que c'est vraiment ce que nous souhaitons? Merci de cette piste de réflexion. Avant de passer la parole au dernier intervenant, je voudrais vous dire que nous utiliserons encore quelques minutes avant la pause café dans cette même salle pour permettre à Monsieur Oprea d'intervenir et de réagir. Voilà, je passe maintenant la parole à Monsieur Angelos Votsis pour Chypre. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par vous dire quelque chose qu'on a l'habitude de dire à Chypre, que les observateurs turcs ici ne nous permettent pas
de maintenir le déroulement normal de cette réunion. Vous revenez sans arrêt sur la question chypriote et le fait qu'elle ne doit pas être débattue au niveau de l'Union européenne. Eh bien, permettez-moi de vous dire que oui, la question chypriote doit être abordée au niveau de l'Union européenne parce qu'il y a des obligations à respecter du côté turc, obligations qui n'ont pas été respectées. Et puis, si un candidat souhaite rejoindre la famille de l'Union européenne, il doit respecter le droit international, les droits de l'homme et les droits qui sous-tendent l'Union européenne. Si vous voulez rejoindre cette famille, vous devrez donc respecter et reconnaître tous les membres de cette famille pour pouvoir la rejoindre. J'en arrive maintenant au sujet de notre discussion, une nouvelle économie pour l'Union européenne de demain. Je dirais très rapidement qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les toutes petites entreprises, les micro-entreprises qui n'ont pas un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et moins de 10 personnes. Ce sont ces toutes petites cellules d'entreprise qui constituent la colonne vertébrale de notre économie et qui sont des citoyens européens qui décident d'investir dans notre pays, de créer leur entreprise et qui ne peuvent pas compter sur l'aide des grandes entreprises. Ce sont ces micro-entreprises qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'un coup de pouce et qui doivent nous occuper pour les prochaines années. Bien, merci. Je pense que nous en avons terminé avec la liste des intervenants. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Oprea pour les remarques de conclusion. Bien, merci. Ce sont des interventions qui étaient très riches, mais j'ai noté au vol plusieurs mots-clés, notamment la cohésion. Je voudrais vous rappeler que le motto de la présidence roumaine, c'était la cohésion et les valeurs européennes. Alors, pour l'intervenant du Portugal, la cohésion se fond dans les valeurs de l'Union européenne. Nous avons également eu l'occasion de dire que les données aujourd'hui constituent le bien le plus recherché et constituent peut-être la pomme de discorde que se disputent les grandes entreprises, les géants de par le monde. Nous avons parlé d'économie circulaire, nous avons parlé de la nécessité qu'il y a à offrir une éducation de qualité qui apportera les réponses aux besoins d'aujourd'hui. Nous avons également parlé de la nécessité qu'il y a d'offrir les qualifications adéquates à nos travailleurs et nous préparer pour les emplois de ce siècle sans sacrifier certains emplois traditionnels qui resteront utiles. Madame Rodriguez nous a dit également que l'économie numérique ne peut pas oublier l'économie sociale. Ce sont toutes ces valeurs européennes qu'il faut promouvoir pour rester compétitifs. Nos valeurs en matière de changement climatique, en faveur d'une Europe plus propre, ne peuvent pas être sacrifiées à l'autel de l'innovation. Cela dit, quand nous parlons d'innovation, la littérature nous parle d'économie de rupture ou disruptive, comme on dit maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire des changements qui arrivent très très rapidement, très brutalement, qui nous donnent à peine le temps de réagir parce que les marchés se développent à un rythme effréné. Je pense que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons trouver des pistes, des solutions à ces accélérations soudaines du marché. Alors, permettez-moi de vous donner un exemple. Nous avons tous en notre possession un smartphone. On l'appelle smartphone parce qu'il est plus intelligent que moi. J'ai déjà eu beaucoup de téléphones en ma possession et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de cet outil du quotidien qui est beaucoup plus intelligent, smart, que ce que je ne pourrais l'être sans lui. Et donc, quand on parle des nouvelles technologies, il faut savoir également que nous créons de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes qui vont accompagner nos citoyens. Le changement vient de l'intérieur, ne dit-on pas cela? Et il est important que, en tant qu'hommes et femmes politiques,
nous devons pouvoir accueillir ce changement. Et ma question à votre adresse est de savoir si nous sommes prêts à l'accueillir. Merci. Merci, Monsieur Oprea. Merci de cette question. Nous aurons l'occasion d'y revenir le moment venu. Je vous remercie tous de vos contributions à cette séance. Nous avons une petite pause café. Nous nous retrouverons dans une demi-heure dans cette même salle. Je voudrais remercier mes intervenants, Monsieur Remouche Plécopier, Monsieur Stéphane Rodéo-Oprea, pour des messages stimulants. Et merci également du message d'introduction de la commissaire Bieńkowska. Voilà, j'espère que vous aurez une pause agréable. On se retrouve dans 30 minutes.